Si vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 août. Plus que 2 épisodes pour compléter notre challenge de 1 épisode par jour pendant 31 jours tout le mois d'août. Et autant je vous réserve le débrief, les conclusions de ce challenge pour l'épisode de demain, autant pour aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus fun. Et j'ai décidé de lancer une FAQ. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos questions pour moi. Et aujourd'hui, je vais en traiter quelques-unes dans cet épisode de podcast. Alors, vous m'avez posé énormément de questions sur plein de sujets différents. Certains qui avaient plus trait à The Bee Boost, à mon parcours, d'autres qui étaient beaucoup plus globales, générales en termes de business. Je vais essayer de rester sur les questions plutôt type FAQ telles qu'on les connaît, c'est-à-dire sur The Bee Boost, 2-3 petits conseils, les apprentissages, enseignements que je peux vous transmettre à travers cet épisode. Et sachez que pour toutes les autres personnes qui m'ont posé des questions plus globales business, ça m'a donné plein d'idées de contenu, donc merci. Et toutes les personnes aussi, et vous avez été nombreux, à me poser des questions sur ce challenge, sur quels ont été les résultats, est-ce que ça a fonctionné, comment je m'y suis pris, comment je me suis organisée. Sachez que je répondrai à tout ça dans l'épisode de demain, justement. Mais pour vous spoiler un petit peu, oui, bien évidemment que de faire un podcast par jour pendant 31 jours, ça a fait exploser mes écoutes. On a commencé fin juillet, début août, c'est-à-dire au milieu de l'été. Le podcast était retombé, mais c'est normal, c'est l'été, en dessous de la barre des 50 000 écoutes mensuelles. Et là, du coup, on approche, on frôle et j'espère, je croise les doigts que d'ici le 1er septembre, on aura refranchi la barre des 100 000 écoutes sur le podcast. Là, actuellement, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, on est samedi et on est à 97 000 écoutes. Donc, on devrait pouvoir normalement franchir cette barre-là. J'ai super hâte. Franchement, trop contente des résultats. Mais encore une fois, on creusera le sujet dans l'épisode de demain. Du coup, pour cette FAQ, on commence avec une première question que vous m'avez beaucoup posée, qui est de comment est-ce que j'arrive à trouver sans cesse des nouveaux thèmes de contenu quand j'ai l'impression d'avoir tout dit, comment est-ce que je gère les pannes d'inspiration en termes de création de contenu. Et je peux vous assurer qu'après plus de 6 ans à créer des épisodes de podcast, des posts sur Instagram, des newsletters, etc., j'ai reparlé des mêmes choses 1001 fois et je suis, je pense, passée maître dans l'art de recycler sans cesse les mêmes sujets. Parce que finalement, vous en doutez, le business, en fait, c'est toujours les mêmes piliers qui reviennent. C'est les stratégies, avec dedans le client idéal, les réseaux sociaux, etc. C'est le marketing, c'est le mindset, c'est l'organisation, c'est la productivité. Mais en 6 ans de contenu, quand on publie quasiment tous les jours, évidemment qu'on a vite fait le tour, ou alors qu'on a l'impression d'avoir fait le tour au bout de quelques années. Mais si jamais c'est votre impression, sachez que déjà, il y a toujours moyen de reparler des mêmes contenus encore et encore. Par exemple, en trouvant un nouvel angle, en trouvant une nouvelle approche. Par exemple, j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur le client idéal, dont un qui s'appelle « Comment définir son client idéal en 2025 ». Si j'en ai déjà parlé en 2022-2023 et qu'entre-temps, j'ai l'impression que mon approche a évolué, que le marché a évolué, eh ben, je ne me gêne pas pour refaire un contenu long sur le sujet. Donc, quand vous avez déjà parlé d'un sujet, vous pouvez en reparler via un nouvel angle, une nouvelle approche, plutôt que de parler des choses à faire, parler des erreurs à éviter, parler de vous, votre expérience personnelle par rapport à ce sujet, parler de comment le faire en 2025 ou comment le faire quand on n'a pas le temps. Bref, il y a toujours de nouveaux filtres, de nouvelles approches à trouver pour reparler sans cesse des mêmes contenus. Et j'ai même envie de dire, c'est ce que vous êtes censé faire pour construire un écosystème de contenu qui est cohérent. En termes de panne d'inspiration, j'en ai jamais vraiment eu. Dans le sens où, évidemment, comme vous tous, il y a des moments où je sais pas quoi dire. Mais quand je sais pas quoi dire, je sais que sur mon Notion, j'ai une liste avec des centaines et des centaines, littéralement, d'idées de contenu. De la même manière que vous avez certainement une liste d'idées de contenu quelque part, ou à minima, vous avez dans votre téléphone, sur Instagram, sur TikTok, des dossiers de posts d'inspiration qui sont sauvegardés pour un jour peut-être, etc. Le problème, quand on dit en fait j'ai pas d'idée ou alors je sais pas quoi poster, c'est pas tant qu'on n'a pas d'idée parce qu'on a toujours moyen de trouver des idées. Il suffit aujourd'hui de demander vite fait à ChatGPT et il vous en pond des centaines. Par contre, c'est souvent que on n'a pas une idée qui nous fait envie, on n'a pas une idée qui nous fait waouh et on se dit ok c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui ou alors opérationnellement en termes de temps je peux créer tel type de contenu. Donc c'est pas tant une question d'avoir des pannes d'inspiration, c'est plutôt une question de mindset, d'organisation, d'avoir l'impression que c'est jamais assez bien, que ça a déjà été 10 000 fois, qu'on n'est pas à la hauteur pour en parler, etc. Et donc quand je bloque sur je sais pas quoi poster, j'ai plutôt m'auto-coacher sur le côté mindset organisation que sur le côté vraiment stratégique de trouver une idée de contenu.
J'ai reçu une autre question par rapport au contenu qui me demandait: «Raconte-nous ton pire contenu et pourquoi c'est le pire?» Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un pire contenu, un flop. Alors évidemment, comme tout le monde, je me suis déjà trompée dans certains emails que j'ai pas envoyés aux bonnes personnes. J'ai déjà fait des coquilles dans mes posts LinkedIn, Instagram, plus de fois que je ne pourrais jamais le compter, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu un pire contenu qui serait un contenu où aujourd'hui je m'en mords les doigts et je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai posté ça? C'était n'importe quoi. Par contre, j'ai un contenu où je me suis dit: «Ah zut, je suis vraiment, tombée à côté de mes pompes» et avec le recul, je pense que j'aurais fait les choses différemment et il est pas si vieux que ça ce contenu puisqu'il date de fin 2024, début 2025 quand sur Instagram, je vous ai annoncé que je changeais le branding de The Bee Boost, donc un peu les couleurs de la marque, le style. Alors c'était un changement assez léger, sauf que le post qui a servi de teasing pour ça et qui a révélé les nouvelles couleurs, bah, non seulement il était pas très aligné avec mon ton, mon image de marque, mais en plus de ça, la manière dont il a présenté les nouvelles couleurs, il a présenté que les couleurs secondaires et non pas les couleurs principales, ce qui a créé une vague de confusion auprès de l'audience parce que déjà, ils n'ont pas du tout reconnu le style The Bee Boost, donc le gap perçu était tellement énorme entre l'ancienne identité et la nouvelle qu'en fait tout le monde m'a dit mais en fait c'est de la merde. C'est genre grosso modo les commentaires disaient ça. Je pense que le post il est encore en ligne, vous pouvez aller voir. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais Aline attends parce que ces couleurs là c'est l'identité d'une autre personne. Ce qui était vrai, sauf que l'autre personne, c'était ses couleurs principales et moi, c'était des couleurs secondaires. Et pour la petite histoire, ce poste, je l'avais délégué à un membre de l'équipe parce que ça tombait de mémoire pendant les fêtes de fin d'année. Moi, j'étais off en vacances et j'avais validé un petit peu vite. Je n'avais pas re-regardé le contenu avant de le programmer et de le mettre en ligne. Et en fait, avec le recul, je me dis, bon, apprentissage, déjà, attention quand vous faites un virage à 90 degrés dans votre business à annoncer de la bonne manière pour pas effrayer les foules et surtout toujours contrôler le travail de son équipe parce que je pense que si j'avais vu et que j'avais été un petit peu plus tatillonne aussi sur mes exigences et un peu plus claire certainement auprès de mon équipe, on n'aurait pas sorti ce poste de la même manière. Donc c'est pas du tout mon pire contenu, je ne regrette rien, ça reste un contenu qui est pertinent, qui est vrai, c'était pas un contenu ni clivant, c'était pas un partage de ma part qui a pu choquer, mais ça reste quand même un des contenus qui a, je pense, généré le plus de réactions négatives dans le sens de gens qui n'y comprenaient pas ou qui n'étaient pas forcément alignés avec ça. Et avec le recul, je pense que je pourrais le classer dans la catégorie du pire contenu. Question suivante, si je devais recommencer de zéro, quelle serait la première étape pour moi? Alors ça dépend si j'ai de l'argent quand je recommence de zéro ou si j'ai pas d'argent. Mais je vais partir avec l'hypothèse que j'ai zéro argent et donc il faut que je fasse assez vite rentrer du chiffre d'affaires. Ma première étape serait de m'assurer d'avoir 4 mois de revenus devant moi. Je ne sais pas si ce serait un prêt, mes économies personnelles, mais en tout cas partir du principe que pendant 4 mois, j'ai zéro argent qui rentre avec mon business. Et ensuite, pendant ces 4 mois, je m'appliquerai à choisir une niche super nichée, parce que quand on commence, il faut se différencier. Et la manière la plus simple, quand on n'a pas de réseau, quand on part de zéro, c'est de choisir un segment très précis du marché où il y a moins de monde, moins de concurrence qui fait précisément exactement la même chose, et donc plus de chances aussi de pouvoir sortir du lot, de poncer ce sujet, que ce soit en termes de contenu existant, d'expertise, d'acteurs déjà existants sur le marché, mais vraiment de m'appliquer à connaître au mieux cet écosystème spécifique, et ensuite de créer du contenu quasiment quotidiennement, pour ne pas dire quotidiennement dessus, pour pouvoir me faire connaître le plus vite possible. Et l'idée, c'est que pendant les 3 premiers mois, je ne vende rien et que mon seul focus, ce soit développer ma notoriété et me faire un nom dans mon domaine sur cette micro-niche que j'aurais choisie. Évidemment, en amont, je m'assure aussi qu'il y ait de la demande. C'est-à-dire que si demain, je choisis une micro-niche, mais en fait, soit c'est un marché qui est saturé et j'ai rien de suffisamment différenciant pour me dire j'ai une chance de percer vite, soit si c'est une niche qui est en plein déclin parce que IA, nouvelles technologies et autres, clairement, j'irai pas dans cette direction-là et je choisirai une nouvelle niche. Donc, 3 mois de communication à fond, où je donne sans vendre. Et à la fin des 3 mois, j'ouvre mes offres et surtout, je commencerai d'abord à faire de l'individuel avant de vouloir lancer des produits digitaux, des formations en ligne, des coachings de groupe ou autres. Mais d'abord, je commencerai à faire de l'individuel. C'est le type d'offre le plus facile à créer qui demande le moins de système, de structure, de temps passé et de dépenses. C'est le meilleur moyen aussi de continuer à étudier les besoins de ma clientèle, les besoins du marché et à travailler mon expertise aussi. Et c'est aussi le plus simple à vendre. Donc, 3 mois de création de contenu en mode full visibilité et valeur ajoutée, et ensuite lancement de mes offres en one-to-one. Et pendant mes 3 mois de contenu, évidemment que j'interagis au max avec mon audience, avec mes collègues, mes concurrents, j'essaye de me faire connaître au maximum, et que si j'ai des personnes qui me contactent, soit je mets en place une liste d'attente, soit évidemment je peux commencer à les prendre directement en tant que cliente. Je vais pas leur dire « Ah non, pas avant 3 mois ». Voilà comment je recommencerai de zéro.
Alors, la question, c'était quelle serait la première étape? Je vous ai dit les 10 000 étapes, mais en tout cas, la première étape serait choisir la bonne niche, c'est-à-dire une niche qui me correspond, où il y a de la place encore à prendre et surtout qui soit suffisamment spécifique et avec suffisamment de demandes pour m'assurer que je me tire pas une balle dans le pied dès le départ. Ok, question suivante. On m'a demandé, et ça, c'est ma faute, j'avoue, qu'est-ce qui arrive à la rentrée en termes de nouvelles offres au sein de The Bee Boost, plutôt axée visibilité, et est-ce que c'est pour les débutants ou les intermédiaires? Alors, c'est vrai que du coup, j'ai fait un petit peu silence radio sur le sujet, je vous en ai parlé une ou deux fois, voire même un peu plus dans ce podcast, et après plus rien. En fait, j'ai décidé de reporter le lancement de cette nouvelle offre tout simplement parce que entre la rentrée, les projets actuels, parce que j'ai pas mal de conférences que je vais animer autour de l'IA, du mindset sur les prochaines semaines, la préparation de mon propre séminaire qui aura lieu, vous le savez, les 17 et 18 octobre à Paris. En fait, il y avait déjà tellement de projets sur le feu que je me suis dit, bon, c'est pas le moment de créer, lancer une nouvelle offre en quelques jours et ce serait prendre le risque de faire quelque chose de rabais, ce qui était absolument pas ma volonté. Par contre, je peux vous en parler de manière un petit peu plus détaillée, vu que j'ai quand même avancé sur la préparation, puis ça me servira de vous teaser ce qui arrive. Certainement que cette nouvelle offre sera lancée après mon séminaire, donc en octobre ou novembre. L'idée pour moi, c'était de partir du constat du marché et de se dire, OK, jusqu'ici, mon accompagnement principal, la majorité de mon chiffre d'affaires et moi, l'offre qui me faisait le plus kiffer, c'était la BSB Academy où j'accompagnais des personnes déjà lancées, mais qui galéraient un peu à avoir une activité stable, qui leur apportait suffisamment de clients et donc de chiffre d'affaires, eh bien, à leur apprendre le marketing, la communication, la vente, l'organisation, la productivité, bref, toutes les bases qu'un entrepreneur a besoin d'avoir et de développer pour pouvoir avoir un business stable, rentable, solide et vivre sa meilleure vie. Sauf qu'aujourd'hui, ce genre d'offre s'est démultiplié et que moi, je me sentais un peu moins, on va dire, en phase avec ça parce que j'avais l'impression de parler vraiment de beaucoup de choses. Et surtout, je me disais comment est-ce que je peux me challenger à générer des résultats encore plus gros et encore plus rapidement chez mes élèves. Et là, je me suis dit, OK, j'ai envie de créer une offre un petit peu plus chère, un petit peu plus premium, mais vraiment où on prend les gens par la main, on corrige leur copie et on les accompagne sur toute leur partie marketing, visibilité et vente. Et donc l'idée, ça va être de lancer un nouvel accompagnement avec des promos un peu plus restreintes que la BSB Academy où dedans j'accueillais des centaines et des centaines de personnes à chaque fois. Alors tout est très structuré, il y a des systèmes de classes, à la tête de chaque classe il y a des coachs qui font du coaching individuel, donc il n'y a pas cette impression d'être noyé dans la masse de dizaines ou de centaines d'élèves. Mais là j'avais envie de restreindre encore plus les promotions à quelques dizaines de personnes maximum et vraiment de les prendre par la main en mode OK, on prend ton positionnement et on regarde s'il est OK sur le marché de 2025 ou 2026, s'il n'est pas trop saturé, s'il y a besoin de plus te nicher, moins te nicher. Et là, vous avez quelqu'un, en l'occurrence moi, qui regarde ce que vous avez fait, qui vous valide ou non le droit de passer à la prochaine étape. OK, la prochaine étape, c'est tes offres. Montre-moi tes offres. OK, qu'est-ce qui se passe? On analyse tout. Est-ce que ça correspond à un besoin du marché? Est-ce qu'en termes de marge, tu es suffisamment rentable ou non? OK, on valide ça ensemble. Next, communication, marketing, création de contenu. Montre-moi ton planning, montre-moi ton organisation, montre-moi tes idées de contenu. OK, ça, je pense qu'on peut être un peu plus stratégique pour faciliter tes ventes et ta conversion derrière. Ah ça, au contraire, je pense que c'est très bien. OK, validé, tu peux passer à l'étape d'après. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller en mode à la fois rapide, laser, focus et accompagné quasiment en one-to-one sur chacun des piliers principaux de votre business pour vous assurer que vous êtes sur les bons rails pour la réussite. Et ça peut être fait avec évidemment toute une partie formation en ligne avec comment est-ce qu'on fait, les exercices, etc. Mais surtout avec une partie accompagnement et feedback individuel où quand on vous dit il faut vous positionner, ben derrière, je tiens à ce que vous ayez quelqu'un à qui vous envoyez votre positionnement et qui vous fasse un feedback en disant oui, c'est bien, non, il y a encore des ajustements, voilà d'autres idées que tu pourrais explorer. Et je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ont besoin de ça parce que grosso modo, en fait, vous savez quoi faire pour développer votre business. Ou alors, si vous savez pas, vous savez comment chercher l'information, ChatGPT, les milliards de contenus que j'ai créés ou que les autres coachs ont créés. Par contre, ce qui manque, c'est d'avoir quelqu'un derrière vous qui corrige votre copie, qui vous dit avec son expertise, son recul, son œil d'expert, oui, c'est bien, ou alors non, tu peux encore ajuster, qui vous valide et qui vous donne parfois des idées ou des ressources dont vous n'avez pas connaissance. Et je suis vraiment en train de mettre en place cette nouvelle offre qui va mélanger du coup individuel, collectif, live. Ça va être une formation un petit peu hybride, mais avec une cohorte de personnes beaucoup plus restreinte pour permettre un meilleur accompagnement individuel au plus proche de vos besoins. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes lignes. Notez que ce sera lancé à la suite de mon séminaire, donc mi-octobre. Si jamais ça vous tente ou vous dites « Oh là là, c'est exactement de ça dont j'avais besoin », j'ai pas encore de liste d'attente à vous proposer, mais envoyez-moi un message sur Instagram et dites-moi « Ok, j'ai trop envie de faire partie de la première cohorte parce que je vais évidemment limiter les places et comme ça, je pourrai noter votre nom et vous recontacter en priorité quand on lancera. » Sachez juste que ce sera une offre qui sera sur candidature parce que
après avoir accompagné plus de 13 000 entrepreneurs, je sais exactement quel type de profil je suis en mesure d'accompagner et quels sont les profils avec lesquels je suis moins à l'aise et où j'ai aucun souci à vous rediriger vers d'autres coachs en cas de besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je note votre nom et en temps voulu, vous envoyer le lien en priorité des questionnaires de candidature pour qu'on puisse se rencontrer. Voilà pour la réponse à cette question. Ensuite, question suivante que j'ai reçue, c'est quand est-ce que j'ai décidé d'avoir une équipe? Ça, c'est une très bonne question parce que les choses se sont faites au fur et à mesure. Je ne me suis pas réveillée un beau jour après quelques mois ou années de soloprenariat en me disant je veux une équipe de 10 personnes avec moi, allons-y, je les recrute toutes d'un coup. J'ai commencé par déléguer mon administratif, non seulement à mon comptable, mais ensuite à une assistante virtuelle qui m'aidait un petit peu à faire ma pré-compta chaque mois. Ensuite, j'ai recruté une personne qui m'aidait en tant qu'assistante opérationnelle à qui je déléguais toutes les tâches où j'avais plus forcément de valeur ajoutée. Là, je pense spécifiquement à la programmation sur les réseaux sociaux, la rédaction des articles de blog, les choses comme ça. D'ailleurs, j'ai fait des épisodes de podcast à la fois sur comment je délègue au sein de mon business, mais aussi sur mon process de recrutement. Je vous mettrai les liens en description de cet épisode de podcast. Ensuite, j'ai commencé à être débordée par le nombre de mails que je recevais quotidiennement. Donc là, j'ai recruté une Customer Care Manager qui s'appelle Lou, qui travaille avec moi depuis 2021. Ça fait plus de 4 ans qu'on travaille ensemble. Elle est extraordinaire. Lou, si tu écoutes cet épisode de podcast, cœur sur toi, tu fais un travail merveilleux. Et en fait, ensuite, en fonction des besoins et de la croissance du business, j'ai continué à rajouter des pions à l'équipe. Aujourd'hui, il y a une équipe avec 4 personnes qui sont très proches de moi. On a une personne au service administratif et financier parce qu'il faut faire tourner la holding, Postadem et The Beboost. Donc, il y a 3 boîtes au quotidien, plus des salariés, des freelances. Donc, ça fait un petit peu de monde à gérer. Donc, cette personne m'épaule sur tout ça. J'ai un bras droit, donc une OBM qui m'aide à piloter toute la gestion de projet, à vérifier que tout se goupille bien, que tous les prestataires sont à l'heure, que tout le monde se sent bien dans le business, etc. Donc, toutes les tâches dont parfois j'ai pas le temps de m'occuper parce que je suis concentrée sur la création de contenu, la vente, le coaching et la formation. Ensuite, j'ai une assistante virtuelle qui continue à faire les petites mains de moi et de tout le monde sur les tâches opérationnelles où j'ai moins de valeur ajoutée. J'ai une personne qui s'occupe des pubs Facebook, j'ai une personne qui rédige les articles de blog et j'ai une personne qui, de manière très ponctuelle, chaque mois s'occupe de tout ce qui est maintenance et sécurité du site internet et j'ai une personne qui s'occupe du montage vidéo YouTube. Donc, j'ai 3-4 personnes qui travaillent vraiment au quotidien avec moi, dont des salariés à temps plein. Et ensuite, j'ai d'autres prestataires de services qui gravitent autour de l'écosystème The Beboost pour des missions ponctuelles comme la rédaction d'articles de blog, le montage YouTube, etc., etc. Question d'après, on m'a demandé si j'avais un bureau physique et s'il était possible de le voir. Alors, je ne sais pas comment comprendre cette question. Est-ce que la question c'est, est-ce que j'ai des bureaux, genre des locaux, et vous êtes autorisé à venir me rendre visite? La réponse est non. Mais est-ce que j'ai un vrai bureau, genre une pièce bureau chez moi, et que je pourrais vous montrer potentiellement en story ou en vidéo un jour? La réponse est oui. En fait, pour vous expliquer, quand j'ai emménagé à Nice en 2022, j'avais pris des bureaux, des locaux physiques au sein d'un coworking, donc un bureau individuel privatif dans un coworking, parce que tout simplement, j'avais pas la fibre dans mon appartement niçois et ça m'a permis aussi de faire une vraie cassure entre pro et perso et de trouver un nouvel équilibre de travail qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Donc à ce moment-là, il y avait des locaux The Beboost référencés dans ce coworking-là, sauf que il y a un peu moins d'un an, j'ai emménagé avec mon chéri dans un appart plus grand avec la fibre et dans cet appartement-là, j'ai mon bureau, ma pièce à moi et donc en fait, j'ai arrêté le coworking pour pas avoir des frais supplémentaires et je suis retournée en mode travail à la maison mais dans une pièce dédiée. Et en vrai, entre est-ce qu'il faut avoir un bureau à l'extérieur de chez soi ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un bureau à l'intérieur de sa maison? Moi, pour avoir testé les deux, j'ai envie de dire ça dépend du chapitre de vie dans lequel vous êtes. J'ai adoré pendant 2 ans et demi avoir un bureau à l'extérieur de chez moi et avoir une vraie séparation entre le pro et le perso. Ça, sur le moment, ça m'a aidé, ça m'a convenu, ça m'a reboosté en termes de productivité, c'était top. Et j'ai également adoré faire marche arrière et revenir bosser depuis la maison avec toute la flexibilité et le faible coût aussi que ça représente. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, faites ce qui vous semble le mieux. Autorisez-vous aussi à tester parce que parfois, juste changer d'environnement de travail, ça rebooste de ouf votre productivité. Et surtout, c'est OK de jongler entre les deux solutions en fonction de l'étape business dans laquelle vous êtes. Question suivante, on m'a demandé quels étaient mes objectifs business pour cette fin d'année. Je vous les ai déjà teasés, mais ça va être de redonner un bon coup de boost au contenu, à la visibilité de The Beboost, mais ça, c'est un projet qui est déjà en cours, vous en doutez avec ces épisodes de podcast. J'ai mon séminaire les 17 et 18 octobre où il faut que je continue avec toute l'organisation, la logistique et tout. Là, on est sur la dernière ligne droite de la préparation, ça va être trop chouette. Et le lancement de cette nouvelle offre prévue avant la fin de l'année qui va être incroyable. C'est un gros pivot tel que je le ressens
intéressant en tout cas pour moi, pour le business, parce que ça va être de lancer une nouvelle offre plus performante, je pense, que ce que j'ai pu proposer jusqu'ici. Et vraiment, ça va être la somme de mes 6 ans d'expérience en tant que coach du business, de mes 11 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Et j'ai vraiment designé ça sur mesure en fonction des besoins que je détectais chez les personnes que j'accompagne. Donc, déjà, j'y crois énormément. Je pense vraiment que ça va être une offre qui aura un potentiel de transformation dingue auprès de vous et de votre business en termes de visibilité et de chiffre d'affaires. Mais surtout, ça me fait kiffer de ouf de me dire on va pouvoir travailler beaucoup plus dans la main, vous et moi. Question suivante, quelle est ma vision pour The Bee Boost d'ici 5 à 10 ans? C'est quoi la suite? Alors, c'est une très bonne question, mais je pense que j'ai envie de continuer à développer de plus en plus l'entreprise. L'idée pour nous, et je l'ai toujours dit depuis le début dans ces podcasts, c'est qu'on devienne vraiment l'entreprise référente numéro 1 en France pour la formation des entrepreneurs, pour les aider à se développer, à se faire connaître, à se différencier sur leur marché et du coup à encaisser plus de chiffre d'affaires, tout en vivant évidemment leur meilleure vie sans se construire une prison. Donc je suis toujours on a mission, je suis toujours dans ma vision, telle que je l'ai depuis le début, elle n'a pas bougé d'un iota et j'ai juste envie de continuer à développer ça. C'est vrai que le marché change tellement vite ces dernières années entre l'arrivée de l'IA et la montée énorme de la concurrence que y a certains moments où j'ai l'impression que ça prend plus de temps que prévu, où il y a des moments où la croissance était très rapide et après j'ai rencontré des plateaux de 1 an ou 2 ans. Je sais que ça fait partie du processus, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que parfois je suis en train de me dire, allez hop, c'est quand la prochaine étape? Donc la vision, ça reste la même dans 5 à 10 ans. Simplement, on va continuer à faire les choses de plus en plus grand et à plus grande échelle. Question suivante, un petit peu liée à ça, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Aline de 2030, donc dans 5 à 10 ans? Je pense que j'aimerais bien lui dire de réécouter cet épisode de podcast et de voir où elle en est des objectifs que je viens de décrire. Voilà ce que je lui dirais. Autre chose que je lui dirais, c'est de se rappeler que, quel que soit le résultat, quelle que soit la tête de The Bee Boost dans 5 ans, que en fait on a toujours fait de notre mieux. La Aline de 2018, elle faisait de son mieux. La Aline de 2022, elle a fait de son mieux. La Aline de 2025, elle fait de son mieux aussi. Et j'espère que la Aline de 2030 saura prendre conscience que toutes les versions de Aline qu'elle a été ont fait de leur mieux à chaque étape, avec le contexte aussi et les contraintes actuelles. Il me reste 2 questions, une business et une plus perso qui m'a fait rire d'ailleurs, que j'ai gardée pour la fin. La dernière question qu'on m'a posée sous plusieurs formes différentes mais qui grosso modo disait comment tenir dans la durée quand on n'est pas habitué à être entrepreneur, quand on entreprend, comment tenir la motivation sur le long terme. Et ça, j'adore cette question parce que déjà, j'ai pas mal de recul et surtout je sais que parfois ça peut être le nerf de la guerre, non pas les stratégies, mais juste comment est-ce que je tiens le rythme, parce que je pense que vous l'avez suffisamment entendu, je vous l'ai beaucoup répété aussi, mais l'entrepreneuriat c'est avant tout une question de motivation, de discipline et du fait de tenir. Parce que oui, dans votre aventure entrepreneuriale, il y a des moments où tout va bien se passer, où ça va être trop chouette, vous êtes trop motivé avec des super bons retours. Bref, vous allez vous sentir les rois et les reines du monde et ça va être génial. Profitez de cette sensation lorsque vous allez vivre ces instants-là. Mais il y a aussi beaucoup de moments où on se sent seul, on a l'impression de ramer, on a l'impression de pédaler dans un semoule, de faire beaucoup d'efforts, qu'il se passe rien, on a l'impression d'être complètement démotivé, découragé. Ça peut avoir trait au manque de résultats qu'on a, ça peut être des moments où il se passe plein de merdouilles autour de nous qui font qu'on se dise oh là là, flemme de continuer. Ça peut être des moments où notre vie personnelle comporte des challenges qui font qu'on a moins de focus, d'énergie et d'envie à mettre dans notre business, mais ça s'appelle la vie tout simplement et c'est des moments qu'on vit tous, qu'on soit salarié, entrepreneur, sans emploi. On a des moments où on est super motivé et on a des moments où on est down. La première chose à comprendre et à mettre en place quand on traverse ces périodes sans motivation, c'est de comprendre déjà qu'elles sont normales et qu'elles ne sont pas indéfinies. Donc c'est normal qu'il y ait des moments où ça marche moins bien. C'est normal qu'il y ait des moments où vous vous sentiez moins motivé. Il faut pas en faire tout un drame. Il faut pas commencer à vous auto-flageller en disant il faut absolument que je me remotive vite, sinon ça veut dire que je vais prendre du retard, que mes concurrents vont me dépasser. Il faut vous autoriser à traverser ces périodes et à vous dire ça fait partie de la vie, ça fait partie du contrat que j'ai signé symboliquement quand je suis devenu entrepreneur. Il faut que je l'accepte. Deuxième chose à comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'être motivé pour avancer. C'est ce qui s'appelle la discipline. La motivation, ça va, ça vient. C'est un état qui est très sujet aux influences externes, que ce soit votre famille, vos amis, la météo, votre humeur du jour, si vous avez bien dormi ou non. Alors que la discipline, c'est une compétence qui s'apprend, qui s'acquiert, qui se développe. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'être motivé pour aller bosser. Vous n'êtes pas obligé d'être à fond tous les jours, d'être hyper productive, mais il ne tient qu'à vous de vous lever et de vous mettre au travail. Et c'est ces moments où vous allez arriver à vous discipliner qui vont faire que vous allez tenir sur le long terme et que la motivation pourra reprendre le relais lorsqu'elle reviendra. Mais n'attendez surtout pas que la motivation revienne pour continuer à travailler, sinon parfois vous risquez d'attendre longtemps.
Dernière piste aussi à explorer, c'est que parfois, c'est bien de se demander pourquoi est-ce que j'ai plus de motivation. Pas quand ça fait une journée ou deux que vous sentez que vous êtes dans un moment down, mais quand ça fait des semaines et des mois. Parce que parfois, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, c'est une perte de sens dans ce qu'on fait, vous n'avez plus aucun plaisir, aucun kiff, et auquel cas, ça vaut le coup de juste regarder un peu ce qui se passe en nous et se demander, ok, est-ce que c'est pas un signe que je suis en train de partir dans la mauvaise direction et qu'il y aurait potentiellement des ajustements à faire? Ça peut être faire pivoter un petit peu mon business, lancer une nouvelle offre ou alors, à contrario, en supprimer une, faire les choses un petit peu différemment, me trouver un challenge qui me remotive. Je me souviens que fin 2024, lorsque j'ai lancé toute la partie vidéo du podcast, c'était une manière pour moi de me remotiver dans une période où je traînais un peu la patte, c'était un petit peu compliqué, challengeant pour moi. Donc parfois, trouver un projet au sein de votre business qui vous fait kiffer et faire de ce projet une priorité est un bon moyen de retrouver de la motivation. Donc voilà, en quelques mots, encore une fois, je pourrais en faire un épisode de podcast complet, et d'ailleurs ce sera peut-être le cas, mais voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur comment on tient dans la durée, comment est-ce qu'on garde la motivation sur le long terme lorsqu'on entreprend. Dernière question avant de vous lancer, question plus perso, lifestyle. Donc, vous avez été plusieurs à me demander mes retours sur mes Roxy Nails. Donc là, on va parler des ongles et pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous pouvez squeezer jusqu'à la fin de cet épisode ou alors arrêter votre écoute ici. Mais je vous en ai déjà parlé dans une newsletter et dans quelques épisodes de podcast. Depuis 2 ans maintenant, je suis une grande fan des Roxy Nails. Pareil, je vous mettrai le lien en description de cet épisode pour l'orthographe et si vous êtes intéressé d'aller voir. Mais grosso modo, c'est quoi? Ce sont des ongles, des capsules d'ongles en plastique qu'on vient coller sur nos ongles réels et qui permettent d'avoir une manucure qui est toujours parfaite, qui tient super bien et qui vous évite de devoir aller chez la manucure, de dépenser des milliers et des cents et d'abîmer vos ongles. Et moi, je sais que j'ai des ongles qui sont super fragiles, super fins, super mous. Donc dès que je fais une manucure, déjà elle tient assez peu et quand je fais du semi-permanent, ça me détruit les ongles pour rester très poli. Mais surtout, en plus, moi j'aime bien changer souvent ou en fonction des envies, des besoins. Et en fait, Roxy Nails, ça coûte 20 € la boîte, donc 20 € la manucure et vous pouvez la réutiliser plein de fois, ça se met facilement et ça s'enlève facilement et le résultat est hyper naturel. Je ne compte plus le nombre de fois où quand je vais faire du shopping ou que je fais les courses, la personne à la caisse, quand je sors ma carte bleue ou que je bip ma carte bleue, à chaque fois me fait des compliments sur ma manucure et me dit j'aime trop vos ongles, etc. Donc franchement, déjà rapport qui a été pris incroyable, ça tient super bien. Moi, en respectant les consignes de pose et avec la colle qu'ils fournissent, ils tiennent 10 à 15 jours alors que je vais pas vous mentir, je fais tout et n'importe quoi avec. C'est-à-dire que moi, je suis un peu une bourrine dans la vie. Je suis pas très délicate avec mes ongles. Je peux taper dans des murs, je peux faire tomber de la vaisselle, je peux faire tomber des choses, je fais la vaisselle avec, j'ai déjà fait du jardinage avec aussi. Donc vraiment, je les utilise dans la vie réelle comme j'utiliserais mes vrais ongles. Je fais pas particulièrement attention. Ça tient à peu près 15 jours pour moi. Et puis quand j'en ai marre ou que j'ai envie de changer, je les enlève et soit je remplace par une autre manucure, soit je laisse un peu mon ongle respirer en dessous. Mais généralement, j'enchaîne. Donc, hyper bonne astuce pour avoir des mains toujours manucurées, toujours parfaites, même si vous avez la flemme ou pas les finances ou pas envie d'aller chez la manucure. Roxy Nails. Voilà, c'était une manière légère et parfaite pour terminer ce petit épisode de podcast FAQ. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis la même chose qu'hier, mais si vous avez apprécié cette série de podcasts quotidiens, que vous voulez m'encourager, m'envoyer de la force et continuer à avoir encore plus d'épisodes, la meilleure manière de le faire, c'est laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Tout particulièrement si vous êtes sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, un commentaire, déjà je lis tous, ça me fait trop plaisir et c'est le meilleur moyen d'aider le podcast à continuer à se développer. J'espère que cet épisode vous a plu et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!